Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, ça faisait quelques épisodes qu'on n'avait pas joué à Dora l'exploratrice et donc cette semaine on va mettre son sac à dos et chercher la carte Google Mappy. Mais où est la carte? You, where are you, you? On te cherche partout. You, you, où es-tu, you? You, where are you, you? On te cherche partout. Ouais, je sais, il fallait un jour que je le fasse, j'étais un petit peu obligé. Alors que j'ai jamais vu aucun épisode de Dora l'exploratrice, mais j'étais tombé sur cette magnifique chanson Where Are You, You, et j'ai fait chier mes stagiaires pendant 6 mois avec, et oui, à le passer régulièrement au bureau. Et oui, être mon stagiaire, c'était vraiment l'enfer. Mais bon, qu'on sait pas où est la carte ou qu'on sache où elle est, il est quand même le temps de regarder le menu de l'émission. Et cette semaine, on va se faire un passeport pour le café. Bah oui, c'est tout, mais vous en saurez plus après le focus. Et cette semaine, on part à l'aventure, comme je vous l'ai dit. On va continuer en fait l'épisode 114. Alors oui, j'ai triché, j'ai regardé avant d'enregistrer, parce que sinon je m'en serais pas souvenu. Mais voilà, on est dans le podcast, c'est écrit dans le titre. Donc voilà, ce quiz va pas vous servir à grand chose. Donc oui, on part cette semaine retourner se balader dans mes quartiers préférés de Kyoto. Et comme la dernière fois, n'y voyez pas de préférence, il n'y a pas de classement ou autre, c'est vraiment comme ça me vient en tête. J'ai décidé de vous faire de temps en temps d'aller dans des coins où j'aimais bien zoner dans Kyoto en gros quoi. Et donc aujourd'hui pour notre première balade, on va faire le nord-ouest de Kyoto. Bon, sachez que je prenais rarement les transports aussi dans Kyoto, même pour mes balades qui étaient un peu lointaines en ville, ça m'arrivait parfois de temps en temps quand je voulais explorer un petit peu plus loin, mais souvent je préférais plutôt me lever tôt et marcher jusqu'à la destination en essayant quand même d'emprunter des nouvelles petites ruelles pour faire de nouvelles découvertes. Je vous en ai déjà parlé dans mes méthodes d'exploration. Kyoto, c'est une ville qui vraiment, pour moi, s'explore. Il y a vraiment des petits trésors cachés dans chaque ruelle. C'était donc rarement pour moi un calvaire de refaire le même trajet, car finalement, en prenant une petite rue parallèle ou en faisant un petit détour, on pouvait découvrir des nouvelles rues qui étaient vraiment super chouettes. L'avantage de Kyoto, même si pour moi c'est aussi un inconvénient au final, c'est que les rues sont en forme de quadrillage, un peu à l'américaine. Donc on peut vraiment très facilement voguer dans des rues parallèles tout en retrouvant sa destination finale, sans trop s'éloigner, on va pas faire des détours de fou, c'est des rues qui sont parallèles. Alors, je dis, voilà, c'est un désavantage aussi parce que pour moi, je trouve que ça a moins de charme que les rues, par exemple, qui sont sinueuses à Tokyo, qui vont partir dans tous les sens. Moi, j'adore cette ambiance, donc du coup, les rues un peu rectilignes, voire très rectilignes, où on voit jamais le bout, il y a un côté sympa pour la photo parfois, mais à la longue, c'était pas trop mon kiff. Mais enfin bref, on va aller en direction de Funa Okayama. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Funa Okayama. C'est une petite montagne, enfin une colline plutôt, on va dire, qui n'est pas du tout adossée à une maison bleue. Enfin peut-être, mais je m'en souviens pas. Mais on y trouve principalement un petit temple au-dessus de cette colline donc. Mais surtout, ce que j'aimais bien, c'était la vue. Ouais, la vue qu'on avait sur place. On était un peu au milieu de Kyoto, sur une petite montagne, et on pouvait voir la ville presque tout autour. On arrivait même à voir Arashiyama de mémoire. C'est aussi un spot assez connu pour le mois d'août, quand les kanji qui sont parsemés dans les montagnes de Kyoto sont enflammés. Car d'ici, on peut en voir finalement pas mal. Mais il faut jouer les coudes car il y a du monde. J'en vous ai déjà parlé de cette petite cérémonie et je vous en reparlerai sûrement un autre jour. Du monde, il y en a surtout ce soir-là finalement, parce que sinon le reste de l'année et le reste, quand en journée, c'est plutôt calme. C'est ça aussi que j'aime dans les balades kyotoïtes. Le calme parfois qu'il peut y avoir en dehors des coins touristiques. Le temple, honnêtement, il a vraiment rien d'exceptionnel. Si vous n'êtes pas un fan de temple inconditionnel, mais par contre, le parc, il est agréable pour flâner. Alors, c'est pas le genre de parc à fleurs, un truc très grand, etc. C'est juste pour s'asseoir sur un banc et regarder la ville en hauteur, tout simplement, voir les montagnes tout autour. Il y a un côté vraiment très plaisant et apaisant. Autre particularité du lieu, c'est qu'il y a un genre d'amphithéâtre en fait qui est sur place, qui est à ciel ouvert. Alors je ne sais pas trop ce qu'il fait là, c'est un petit peu incongru, mais il y a une genre de scène en béton, comme un amphithéâtre en fait. Je suppose qu'il y a parfois des animations ici, je sais pas parce que j'ai jamais vraiment rien vu quand j'y suis allé.
Et je sais pas, j'ai dû faire un tour là-bas une dizaine de fois environ, le temps que j'habite à Kyoto, et bah, j'ai jamais vu personne vraiment sur cet amphithéâtre. Et je suis désolé, il y a des petites coupures peut-être que vous avez entendues, des petits raccords, des petits sons derrière, mais alors aujourd'hui, c'est la cata pour l'enregistrement de ce podcast, hein. J'ai eu mon ordinateur qui a commencé à chauffer pendant l'enregistrement, je ne sais pas pourquoi, alors que d'habitude il ne le fait pas. Donc bruit de ventilo, etc. Vous l'avez peut-être entendu un peu au fond. Mon frigo qui s'est lancé bien sûr pile pendant l'enregistrement, sinon c'est pas rigolo. Et là d'un coup, bah, j'ai quelqu'un qui doit prendre la douche en haut, et donc il y avait un bruit de fond mais hallucinant, des canalisations. Donc voilà, c'est pas l'idéal aujourd'hui pour enregistrer un podcast, donc j'espère que ça n'a pas été trop dérangeant. J'ai coupé du coup un peu en plein milieu et j'ai refait une partie du texte, donc j'espère que ça s'entendra pas trop. Enfin, maintenant vous le savez du coup, quoi qu'il arrive. Donc, on parlait de ce petit amphithéâtre qui était un petit peu donc bizarre, et effectivement c'était un petit peu étrange de le trouver là-bas. Mais je vous conseille aussi de vous balader finalement tout autour de cette colline, parce qu'il y a vraiment de jolies vieilles maisons, toujours pas bleues finalement, mais qui sont cette fois-ci bien adossées à la colline. J'ai fait des photos assez sympas là-bas, et il y a forcément, avec en plus, voilà, il y a des torii avec des grands escaliers, donc pour vous faire monter hein, jusqu'au temple, ça donne une ambiance qui est vraiment très très chouette. Je me souviens que la première fois que j'étais allé là-bas, j'avais repéré sur Google Maps hein, ce petit îlot de verdure au final, et je m'étais dit, bah tiens, on va aller voir ce que c'est quoi. J'étais arrivé par l'entrée, pas par l'entrée principale justement, mais par une entrée un peu secondaire, par un autre escalier, mais là c'était un grand escalier entre deux maisons avec un gros torii au milieu, et franchement ça a claqué déjà quand on était en dessous quoi, et quand on arrivait en haut et qu'on voyait un petit peu voilà, les escaliers avec le torii, les maisons, et puis la ville un peu au loin qui s'étend, j'avais vraiment adoré la découverte et la balade. Pas très loin aussi d'ici, bah, y a la MIFA, quoi. La MIFA de Kyoto, vous la connaissez maintenant, il s'agit de Sarasa. Sarasa, c'est... alors je sais plus son nom, parce que vous savez, moi, voilà, il y avait Sarasa 1, Sarasa 3, etc. Et il y en avait qui avaient vraiment des vrais noms. En fait, le seul qui a un numéro, c'est Sarasa 3. Le 1, on l'avait appelé comme ça, parce que c'est le premier que j'ai découvert. Mais voilà, il y avait celui-là, je l'appelais Sarasa Bain. Bah oui, Sarasa Bain, oui, bain. Car c'est un café, en fait, un café donc restaurant, comme tous les autres Sarasa, mais dans un ancien bain public. Du coup, il est vraiment très joli, mais alors vraiment très très joli de l'extérieur. C'est magnifique, et l'intérieur aussi est vraiment sympa. Par contre, le menu est un peu moins funky que dans les autres Sarasa. Du coup, bah, je sais pas, peut-être qu'ils étaient moins équipés pour la cuisine à cause du côté bain public, je sais pas. Ou peut-être plus orienté touriste aussi, parce qu'il y avait un peu plus de touristes dans ce coin. Mais bah, j'y suis allé que 2 fois, car franchement, c'était pas le meilleur Sarasa en termes de bouffe, quoi, pour la ville et tout, etc. Par contre, au niveau de l'architecture, là, ça claquait vraiment pas mal. Ensuite, bah, la balade suivante, je vais être honnête avec vous, ça fait un bail que je veux vous en parler, mais en même temps, j'avais pas trop envie non plus. Bah oui, c'était mon petit coin à moi, à Kyoto en quelque sorte. Il n'y a pas de touristes qui y vont, j'en ai jamais croisé en tout cas, et pourtant j'y suis allé de nombreuses fois. Du coup, j'ai hésité longuement avant d'en parler, mais bon, comme tous les coins, je pense un jour, il sera découvert. Voilà, donc il y aura des gens qui iront et qui en parleront. Il y aura, je sais pas moi, un Gaijin au Japan, au Japon, Ichiban Japan qui ira, machin qui en parlera, qui le montrera. Donc de toute façon, un jour ou l'autre, il y aura des touristes qui iront, c'est sûr, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein. Il y a des jours, il y a des endroits qui deviennent à la mode, et puis après, les endroits qui étaient à la mode ne sont plus à la mode, et il n'y a plus de touristes là-bas. Donc, souvent comme ça que ça marche. Donc voilà. Alors après, c'est pas un endroit où il y a plein de trucs à faire, etc. Hein. Et je pense que ça sera jamais le gros spot touristique au final. Car oui, voilà, il n'y a rien de waouh, voilà, pas de truc extraordinaire, mais pourtant j'adore me promener là-bas. C'est vraiment mon coup de cœur préféré à Kyoto. J'en ai fait pas mal des balades dominicales ou amener des amis à découvrir le lieu aussi parce que bah, voilà, j'adorais le partager. Alors pour y aller, il faut prendre le train ou le métro, parce qu'on peut aussi y aller en métro, et on peut aussi y aller à pied, mais c'est un petit peu long suivant où vous partez. Pardon. Et en train, ça prend finalement que 3 minutes de la Kyoto Station, donc c'est vraiment pas loin en train. Il s'agit de Yamashina. C'est la banlieue de Kyoto. Je ne sais pas si ça fait même partie de Kyoto ou si c'est une ville de banlieue. Je pense que c'est plutôt une ville de banlieue, car c'est vraiment voilà, collé à Kyoto, mais ça s'appelle Yamashina, donc je ne pense pas que ça soit un quartier. Et c'est en gros à l'est entre Kyoto et Otsu. Otsu, je vous en ai déjà parlé, c'est la ville qui est à côté du lac Biwa. Alors pourquoi j'aimais aller à Yamashina? Bah parce qu'on y trouve une balade le long du canal qui va de Kyoto à Otsu et donc qui se jette dans le lac Biwa. C'est un canal qui est connu, qui est très réputé pour on l'appelle, je crois que c'est le canal Biwako, il me semble, qui est très connu parce que du coup, voilà, il y a beaucoup de cerisiers en fleurs, il y a souvent des spots photos, etc. On le voit souvent sur Instagram.
Et souvent les gens vont à Otsu pour faire en fait les photos. Alors que perso, bah moi, de tous les lieux de ce petit canal, bah, ce que je préfère c'est la partie Yamashina. Je trouve que c'est 10 000 fois plus joli. Le canal, en plus, donc voilà, c'est une balade qui peut être. Donc c'est le long d'un canal, et la balade elle peut être assez longue si vous le faites en entier. Faut compter, ouais, 40 minutes, 1 heure de marche, je pense, en prenant son temps. Et ça peut être beaucoup plus long si on explore un peu les alentours et qu'on prend vraiment bien son temps. Et tout le long du canal, bah, il y a des petits temples qui peuvent être intéressants à visiter. Mais vraiment, pour moi, le plaisir, c'est juste de suivre ce petit canal. Il est en hauteur, en fait, dans la montagne. On voit donc la ville de Yamashina en contrebas. Le paysage est vraiment cool entre plusieurs montagnes. C'est un petit canal où parfois il y a des bateaux qui vont, alors des bateaux, pas des gros bateaux, hein, c'est des petits bateaux qui vont de Kyoto jusqu'à Otsu. C'est des bateaux pour touristes, hein, voilà. Encore une fois, c'est pas des gros bateaux, ça va être un genre comme des genres de bateaux mouches, mais en version petit, quoi. Et le long du canal, bah, vous avez plein d'arbres, voilà, c'est la forêt. Par exemple, pour vous dire, j'ai déjà été en tête à tête avec un cerf qui était mais magistral. J'ai pu faire une photo rapide au smartphone, j'avais kiffé. Car, en fait, voilà, juste à côté, il y a aussi le tombeau d'un empereur qui est donc inaccessible, qui est juste apposé au canal. Et du coup, bah, je pense que voilà, le cerf, il faisait sa vie, et donc il était juste un petit peu en hauteur. Et c'était mais genre super beau. Le must, c'est d'y aller en automne pour moi. Le canal est encore plus magnifique. J'ai fait des photos de ouf là-bas. Et surtout, bah, j'appréciais parce que, en plus d'être un coin joli, c'est bah, super calme. En gros, vous allez croiser qui? Vous allez croiser bah, quelques joggers. Vous allez croiser surtout des vieux papis et des mamies qui font bah, comme moi leur petite promenade du dimanche. Il n'y a pas de touristes, vraiment, que des locaux. Et quand je dis vraiment des locaux, c'est des locaux parce que pour en avoir parlé avec des amis japonais de Kyoto, bah souvent ils étaient jamais allés sur ce canal, ils le connaissaient même pas. Et il y en avait même pourtant qui me disaient qu'ils avaient vécu leur enfance, qu'ils étaient, voilà, ils étaient nés, ils avaient vécu à Yamashina, mais connaissaient pas spécialement ce coin, ils s'étaient jamais baladés là-bas, ce que je trouvais quand même assez surprenant. Parce que Yamashina, c'est pas une grosse ville non plus où il y a plein de trucs à faire. C'est pour ça que c'était un peu mon petit trésor. Et à chaque fois que j'ai voulu le partager, bah, les gens qui étaient avec moi, bah, eux aussi, ils ont adoré la petite balade. Et le long de ce canal, en plus, il y a un temple un peu connu, surtout pendant les Momiji que j'ai visité, qui était sympa. C'est pas le temple de l'année non plus, hein, bien sûr. Et il y a tout un quartier mormon. Alors il me semble que c'est mormon, hein. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est des mormons. La première fois que j'y suis allé, bah, la porte elle était ouverte. Ça ressemblait à un temple, j'ai hésité, puis bah, ça avait l'air quand même assez ouvert. Et puis comme tous les temples, souvent bah, vous pouvez rentrer, etc. Donc je me suis dit, bon, on va aller voir et on va y aller à tâtons. Si on voit que c'est chez des gens, on rentre, quoi. On repartira. Mais il y avait personne, ça ressemblait, ouais, c'était pas vraiment un temple, mais ça ressemblait un petit peu, donc je savais pas trop, mais bon, c'était très joli. Et du coup, il y avait quelqu'un qui faisait quand même, je crois, la première fois que j'y suis allé, qui faisait du jardinage, et il m'a rien dit. Je me suis dit, bon, bah ouais, je vais continuer. J'avançais vraiment doucement, hein, en attendant que quelqu'un me dise, non, non, tu peux pas être ici, qu'est-ce que tu fais là? Mais bon. Donc j'ai avancé, j'ai continué. J'ai fait des super photos parce qu'il y avait des momiji qui étaient magnifiques, il y avait des reflets dans des vitres, etc. Enfin, j'avais kiffé ce moment-là, j'avais vraiment adoré. Puis bah, j'y suis retourné du coup une deuxième fois avec cette fois mon binôme Kyotoïde pour lui montrer, bah, voilà, parce que j'avais vraiment adoré ce coin-là. Et bien pareil, là il y avait personne, du coup bah, on est rentré dans ce petit temple, on a fait tout le tour, on a pris notre temps, parce que vraiment on a pris notre temps, on discutait, etc. Et puis on est sorti du temple et on a exploré un peu les alentours, le quartier, sans savoir ce que c'était en fait. On est tombé par exemple à un moment sur une piscine, il y avait une vue de ouf avec la piscine, ça faisait une super photo, j'avais adoré la photo. Et on est tombé aussi sur un genre de temple venu du futur quoi. Enfin, on aurait dit un truc extraterrestre dans un film. Pareil, je vais mettre les photos donc sur le Patreon de l'émission pour les gens qui sont sur le Patreon. Donc je redis l'adresse pour ceux que ça intéresse. C'est patreon.com/explorejapon. Et pour pas qu'il y ait voilà, de regrets, la personne qui aille dessus qui dit mais je vois pas tes photos, etc. Oui, c'est payant, c'est pour soutenir le podcast. Voilà, c'est des informations complémentaires, des informations bonus qui sont dessus. Donc voilà, si vous avez envie de soutenir le podcast, vous pouvez et il y aura des petites bonus, des photos, etc. Sinon, il n'y a pas d'obligation, bien entendu. Et ces photos, en plus, je les ai déjà mis sur mon Instagram, donc si vous êtes curieux, il suffit de farfouiller mon Instagram et vous allez tomber dessus. J'avais adoré franchement le lieu, vraiment. On se demandait avec mon pote même ce que c'était. Et j'ai découvert par la suite en fait que c'était donc un temple. Alors je sais plus, à l'époque j'avais regardé, mais je sais plus si c'est mormon. Je suis plus totalement sûr, mais c'est un truc dans le genre en tout cas. Et bah, un jour, j'y suis retourné, voilà, comme d'habitude, hein, parce que j'avais dû y aller au moins 3 ou 4 fois, je pense, puis jamais personne ne m'avait rien dit. Et puis j'avais pas ramené plein de monde, hein, juste une fois j'ai ramené un binôme, mais sinon j'avais jamais ramené plein de gens avec moi, genre en mode guide touristique. Hein. J'essayais toujours d'être un peu, voilà, un peu, vous me voyez pas, j'étais discret, etc. Mais voilà, un jour, bah, je suis tombé sur quelqu'un qui avait été vraiment super désagréable avec moi. C'est un vieux papy qui devait bah, du coup être mormon aussi, qui me demandait si j'étais de la congrégation. Alors au début, je comprenais pas trop parce qu'il parlait en japonais, puis il parlait très vite. Donc au bout d'un moment, je
comprends qu'il veut que je parte, quoi, que ouais, je suis pas forcément le bienvenu, qu'il est pas content que je sois là. Donc bah, voilà, bon, mais ça dure un petit peu, hein, on essaye de parler, il fait mine de pas comprendre, mais il continue de me parler, moi je comprends pas trop et j'essaye de lui expliquer que je parle pas très bien japonais, etc. Et au début, en fait, il voulait un peu me dire, bah tiens, viens voir les pamphlets, les machins et tout, etc. Puis j'étais là, je suis non, non, moi ça m'intéresse pas, je me balade juste, etc. DJ Sampo, Sampo Ishimas, etc. Et au bout d'un moment, j'ai senti que ça l'énervait un peu et qu'en gros, bah, soit j'adhérais un peu à son truc mormon, soit ça lui plaisait pas. Et vu que j'étais pas vraiment dans ce trip-là, puis de toute façon, je comprenais pas vraiment ce qu'il me racontait, hein. Donc voilà, c'était un peu un truc un petit peu weird, donc je comprends qu'il faut que je m'en aille, que voilà, ça lui fait pas plaisir. Donc bah, dans ces cas-là, moi je veux pas faire chier, donc bien sûr, je commence à partir et aller en direction inverse. Donc je m'en vais, mais c'est vrai que moi, encore une fois, j'étais venu 4 5 fois et personne ne m'avait jamais rien dit. Donc je trouvais ça quand même un petit peu bizarre. Et donc sur le chemin du retour du temple, parce que j'étais au bout du temple, plutôt de sortir par la porte principale, bah, en fait, je me suis dit, bah tiens, je vais sortir là, ça va, comme ça sort encore plus vite, et je vais prendre la rue parallèle. Parce que bah, voyez, les petites allées sur le côté, je vous avais dit, c'était le quartier qu'on avait visité avec mon pote, etc. Il y a des autres rues, etc. Et pour moi, ça sortait du temple. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas bon, tout ce que j'avais compris, que tout le quartier en fait était mormon. Parce qu'avant je le savais pas, je pensais que c'était juste c'était cette petite église-là qui était mormon, il y avait un truc et tout, mais j'avais pas compris que tout le reste l'était aussi. Car le petit vieux, quand j'ai commencé à m'embarquer dans la petite ruelle pour sortir finalement, est devenu mais fou de rage, mais vraiment, parce qu'il me suivait depuis le début en fait, à chaque fois que moi j'avançais lentement et je voyais il était derrière moi et en gros il m'accompagnait quelques mètres derrière moi quoi, pour voir si je m'en allais bien quoi. C'était pas du tout discret, hein, mais voilà, j'avais bien compris le truc, donc je me suis dit, bon, voilà, il a peur que je reste, je sais pas, etc. Donc, encore une fois, hein, je suis pas chez moi, je m'en vais, y a pas de souci, mais pour moi, bah, voilà, je sortais du temple. Mais là, non, là, il est devenu vraiment, mais fou de lui, il était fou de rage. Et au début, bah, j'ai pas compris, parce que je me suis dit, mais je sors du temple, donc bon, je suis dans le quartier, qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis sorti du temple, voilà. Et puis là, il me disait, ah non, non, puis il commençait à gueuler, il me poussait, etc., pour que j'aille dans l'autre sens. Vraiment, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois en fait que j'ai eu un japonais, que j'ai eu un problème avec un japonais finalement. Jamais aucun japonais m'a gueulé dessus ou fait quoi que ce soit. Et il voulait que je sorte par l'accès principal, quoi, pour ne pas revenir du tout dans le quartier. Et donc j'avais pas fait gaffe non plus qu'il y avait bah, qu'un accès en fait à tout le quartier. Moi je pensais qu'il y avait d'autres rues qui permettaient d'y aller dans ce quartier, mais effectivement on pouvait y accéder que par l'entrée principale du temple. J'avais pas fait attention à ça. Même la fois où j'étais avec mon ami, quand on était revenu, je n'avais pas fait gaffe qu'on était revenu par la même sortie finalement. Et bah, j'avoue que ce jour-là, je l'ai très très mal pris perso, parce qu'il m'a vraiment mal parlé, mais vraiment, il a été vraiment très désagréable, alors que perso, j'ai obtempéré. Mais bon, je pense qu'il pensait que je voulais resquiller, que j'avais pas capté sur le moment, etc. Bah, moi, j'avais pas capté que le reste du quartier faisait partie des Mormons, donc pour moi, je sortais du temple, donc j'étais là en train de dire, mais pourquoi il s'énerve? Enfin là, il est relou, enfin voilà, il pète couille, quoi, ça va. Oui, j'ai compris, il faut pas être là, je m'en vais, pas de problème, mais bon, après, tu me laisses faire ma vie, quoi. Mais bon, voilà, après j'ai compris, en cherchant, etc., j'ai compris qu'en fait tout le quartier était mormon. Bon, après, je trouve ça quand même bizarre que tout un quartier soit inaccessible. Ça reste un pays libre, hein, donc normalement qu'on puisse pas rentrer dans un temple, d'accord. Là, c'est tout un quartier, hein, il y a, je sais pas, 7 8 rues, ils sont comme ça. Bon, un peu bizarre, mais bon, après voilà, les religions parfois sont un petit peu étranges et sont pas forcément toujours très sympathiques, sont pas forcément toujours les gens les plus sympathiques. Mais bon, mis à part ça, bah, la balade le long du canal est vraiment un de mes trucs préférés à Kyoto. Il fait clairement partie de mon top 3, voire c'est peut-être mon top 1, surtout pendant l'automne et pendant les sakuras, c'est pas mal aussi. Et pour finir cette journée de balade, donc cette petite mes coins préférés. Bon, par contre, je vous dis journée de balade, mais tout de suite vous oubliez de faire les trois la même journée parce que un, ils sont pas du tout à côté, et de deux, ça prendrait trop de temps, voilà, pour tout faire. Donc on va aller dans l'est de Kyoto, qui est pas très loin finalement du pavillon d'argent que j'aime pas beaucoup spécialement pour ma part, car je l'ai visité pendant mes premières vacances au Japon et c'était blindé du touriste. Bah, on faisait la queue leu en fait dans le temple, c'est-à-dire qu'il y a un petit chemin, un chemin guidé, et on était tous à la queue leu à faire et moi je déteste faire ça, j'ai aucun plaisir à faire ça. Et du coup, bah, j'avoue que j'ai pris un peu en grippe. C'était un des premiers trucs que j'avais visité à Kyoto. Et je l'avais pris un peu en grippe, quoi. Je m'étais dit, mais c'est de la merde, c'est nul. Enfin, moi, si Kyoto, c'est ça, tout Kyoto, ça va pas me plaire, quoi. Donc, j'avoue que je suis jamais retourné après depuis, hein, parce que j'avais pas du tout aimé, du coup. Mais on va dans un coin qui est bah, pas très loin de ça, mais il n'y a pas de touristes non plus. Et en fait, c'est plusieurs temples qui sont côte à côte, voire face à face, on va dire. Donc, j'adore ce coin vraiment, car il y a des ambiances vraiment qui sont différentes, tout en étant très proches. Et le premier des temples, bah, il est sur une colline, car mine de rien, bah, comme il y a quelques collines en plein milieu de Kyoto, hein, je vous en ai déjà parlé d'une autre tout à l'heure, et bah, là aussi, elle est encore surélevée sur une colline.
Là, vous avez une vue qui est pas trop panoramique par contre, parce qu'il y a beaucoup d'arbres, on voit pas grand chose. Par contre, vous avez une vue directe sur le fameux kanji principal de Kyoto dans les montagnes, le fameux kanji qui est enflammé une fois par an et qui est le kanji principal. Il y en a plusieurs dans les montagnes, mais celui-là, c'est la marque de fabrique de cette fameuse fête. Là aussi, le temple n'a vraiment rien d'exceptionnel. C'est plus la petite balade sur la colline qui est chouette finalement. Je vous mettrai des photos comme d'hab sur le Patreon, je vous ai dit. Et ce que j'aime bien aussi sur cette petite colline, outre le quartier tout autour, là aussi je vous invite à pas juste arriver par un point et repartir toujours par le même point, mais essayer de perdre du temps à faire tout le tour du quartier, à essayer les différents points d'entrée si vous avez le temps. Par exemple, si vous décidez d'y retourner une deuxième fois, essayez de passer par un autre endroit tout simplement. Moi, finalement, c'est souvent ce que je faisais. Quand un lieu me plaisait, j'y revenais, mais en tentant d'explorer, par exemple, en arrivant au nord du quartier, par exemple, en arrivant dans un coin différent, plutôt que d'arriver au sud, parce que d'habitude, on arrive au sud, etc. Bon, là, j'ai un super souvenir de photos aussi que j'avais fait sur place, et il faut que je vous en parle. Je sais pas, il y a une dizaine de torii qui sont alignés pour arriver à un des temples. Parce que là, c'est pareil, c'est peut-être le même temple, mais voilà, c'est séparé en deux. Et là, il y avait des cerisiers en fleurs et c'était sublime tout le long des tories. Le lieu en lui-même est pas très beau si vous y allez hors saison, on va dire hors saison des cerisiers. Bon, le temple est pas extraordinaire, mais là, avec les cerisiers, c'était super beau. Je le savais pas, moi j'étais pas allé exprès, c'était juste une balade parce que j'avais l'habitude de me balader là-bas. Donc je me suis dit, tiens, un jour je passais par là, je me suis dit, tiens, je vais me refaire la petite balade là-haut. Et du coup, je suis tombé là-dessus, sur les cerisiers, et c'était vraiment super beau. C'est un des plus beaux spots photos que j'ai eu pour faire des cerisiers. Et franchement, j'y suis encore allé, comme je vous dis, par hasard, et c'était vraiment cool d'être tombé dessus. Et juste en face, il y a un autre temple que j'aime beaucoup, mais, je vais le garder pour une prochaine fois, car j'adore passer du temps là-bas, et qu'on a déjà fait pas mal de temps sur cette émission, et qu'il est temps de passer, vous le savez maintenant, à l'instant moment. Et cette semaine, on va aller voir un Insta sur le café. Bah oui, vous me connaissez, mais pas n'importe lequel, car ce site m'a beaucoup aidé pour trouver des coffee shops au Japon il y a quelques années. Il s'agit d'une association qui s'appelle Good Coffee Me. Alors je sais pas si c'est une asso, si c'est une boîte, ou si c'est juste un mec qui fait son site, j'avoue je sais pas trop. Mais je sais que parfois ils font des events avec des roasters japonais. Moi j'avais participé à un sur Osaka, où ils étaient venus avec des roasters de Tokyo. Du coup j'étais comme un fou, parce que j'avais pu boire du glitch. Ça fait longtemps, moi j'adore le café de glitch à Tokyo, donc j'avais pu boire leur café là-bas sur Osaka. C'était dans un centre commercial, voilà, ils avaient fait un petit event. Et puis il y avait d'autres coffee shops que j'avais même jamais essayé à Tokyo, et donc j'étais hyper content parce que j'avais pas eu l'occasion. Donc je m'étais dit, ah ça y est, je vais pouvoir les essayer. Donc voilà, puis il y avait de la bouffe aussi, on est au Japon forcément. Donc voilà, ils font des petits events comme ça. Et forcément, ils ont un compte Instagram qui permet de découvrir, découvrir quoi? Des coffee shops japonais du coup, voilà, forcément. Et donc, ça me parle, ça me permet de suivre un peu les nouveaux coffee shops, qui vont se créer au Japon, enfin qui se créent au Japon plutôt. Alors c'est vrai, c'est principalement sur Tokyo souvent, mais ils parlent parfois de coffee shop un peu partout dans le Japon. Du coup, si comme moi, vous êtes curieux et vous aimez le café, ou bien les photos de coffee shop tout simplement, les coffee shops japonais, ce compte, Good Coffee Me, il est fait pour vous. Et on va rester dans le café car je vous amène dans un coffee shop que j'ai vraiment beaucoup squatté en 2019 et 2020 lors de mon second passage. J'en parle dans la rubrique Voldemort. Et ici, c'est pas Paris. Bah non, et pourtant on est ici. Enfin, on est à Here, car oui, le coffee shop s'appelle Here, donc comme ici en français, en bon français. Et il a été ouvert en 2019, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Il est donc vraiment neuf, c'est tout neuf et plutôt grand, dans le centre de Kyoto. Bon, c'est pas le centre totalement, mais il se trouve entre le centre et le Shotengai de Sanjo, dont je vous ai déjà parlé, donc il est quand même très très central. Lors de mon deuxième passage, j'habitais vraiment en plein centre de Kyoto, encore plus que pour mon premier appartement, et j'étais à peine à 15 minutes à pied du café, donc c'est pour vous dire que c'est très central. Here, ou Coco, comme on l'appelle pour les intimes, parce que Coco ça veut dire ici, donc ils ont une spécialité. Et leur spécialité, oui c'est le café bien sûr, mais pas que ça, parce que leur marque de fabrique c'est le cannelé, oui, le cannelé, car même si c'est la mode du cannelé depuis quelques années au Japon, Here, ils en ont fait leur marque vraiment de fabrique. C'est leur truc, ils font que des cannelés.
Quand vous êtes un coffee shop, il y en a tellement dans toutes les villes au Japon qu'il faut parfois jouer du marketing pour pouvoir se démarquer et faire un peu de pognon. Et IR, eh ben, ils ont tout compris. C'est épuré, c'est du bois mélangé avec du béton, quelques plantes ici et là avec des jeux de lumière pour avoir de jolies ombres sur les murs grisonnants. Pour faire des jolies photos, eh ben vous vous en doutez, c'est prisé par Megumi et Juichi pour faire de jolis selfies avec des cannelés sur son gobelet de café, quoi, sur son petit gobelet de café. C'est parti pour le selfie et c'est genre, c'est super, voilà, parce qu'on kiffe. Au Japon, on adore faire des photos. Et ils sont pas mauvais en plus. Pas les photos et les selfies, hein, mais les cannelés. Car les cannelés, bah, j'en ai bouffé au Japon et il y en a des vraiment pas top. Voilà. On dit souvent que les Japonais, ils arrivent à sublimer les goûts. C'est pas pas tous les Japonais subliment tout. Hein, voilà. Il y en avait qui étaient quand même pas top, mais bon, en France aussi, hein, j'en ai mangé des pas bons. Hein. Mais là, franchement, ils faisaient bien le job, ceux de chez IA. C'était pas super cher, en plus, je crois de mémoire, c'était genre 300 yens de cannelé. Alors vous allez me dire, ouais, 300 yens, c'était quoi? Ça dépend, ça peut être 2,50 € ou 3 €, je sais plus, dans ces eaux-là. Ça peut être très très cher pour avoir un prix d'un cannelé, mais pas tant que ça, parce qu'au Japon, souvent, ce genre de conneries peut se vendre très très cher. Un tout petit truc peut se vendre très très cher, parce que c'est français, parce que c'est de la pâtisserie. On joue un peu sur le côté, regardez, c'est luxe, c'est français. Ben là, non, ça, c'était des prix quand même qui étaient corrects. Et quand on arrive dans le lieu, déjà, c'est vraiment cool. Il y a une grande baie vitrée en bois coulissante. Vous voyez vraiment l'ambiance japonaise. Il faut faire coulisser la porte. Bon, ce qui est assez marrant, ça m'est arrivé plusieurs fois, de voir des Japonais. Parfois, les Japonaises aiment bien faire les niaises. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Enfin, là, si c'était fait exprès, je sais que souvent, il y a des Japonaises qui aiment bien faire les niaises pour que Juichi soit content et se sente fort à côté de sa jeune dulcinée. C'est vraiment un jeu auquel il joue, c'est assez rigolo. Bien sûr, c'est pas tous les Japonais, mais parfois ça se voit, quoi, vraiment. Et bah, ça m'est arrivé plein de fois de les voir comme des cons à pas réussir à ouvrir la porte, quoi. Et ils sont là en train de se dire, ah, comment ça s'ouvre, comment ça s'ouvre. T'as envie de te dire, bah mec, c'est quand même un des trucs du Japon, quand même, les portes coulissantes sur le côté, je sais pas, c'est comme un classique de chez vous, quand même. Donc, mais du coup, c'est très très joli. Enfin, moi, j'adorais déjà juste la devanture. Le café, là-bas, c'était surtout des cappuccinos que je prenais perso parce que il faisait pas de filtre, comme le fameux V60 ou bien de la Chemex. Il y avait juste ce qu'on appelle un batch brew. Et le batch brew, en gros, c'est un café filtre qu'ils ont préparé en avance et qu'en gros, ils gardent au chaud. Du coup, souvent, c'est quand même moins bon, c'est moins cher aussi. Alors là-bas, ça l'était pas forcément, je crois. Mais normalement, c'est moins cher. En tout cas, en France, si on fait du batch brew, ça sera moins cher qu'un café fait main. Là, par exemple, à Strasbourg, un batch brew, ça va être 2,80 € et un café V60, ça va être genre dans les 4 €. Donc, vous voyez la différence de prix. Mais ce qui est normal parce que bah, il n'est pas fait main tout de suite. Forcément, ça perd un petit peu de ses arômes et de la qualité du café. Si vous aimez bien le café, c'est peut-être comme moi, quoi. Voilà. La salle, elle était vraiment très grande et c'était vraiment un truc chouette, ça. C'était parfait pour moi parce qu'il y avait une très grande table, mais vraiment, on pouvait être au moins entre 12 et 15, je pense, autour de cette table. Une grande table, genre un peu table en béton, quoi. Avec, il y avait des prises électriques et des prises USB qui étaient mis quasiment bah, toutes les deux places. Donc pour le nomade que j'étais qui bossait avec son laptop, c'était vraiment parfait. Je pouvais même sortir mon iPad, me faire un mini bureau, quoi. J'avais mon laptop, mon iPad à côté, etc. Avec les deux claviers, etc. Enfin, voilà, je me faisais comme, j'étais comme chez moi, quoi. C'était assez cool. Mais parce que bah, voilà, il y avait de la place. Voilà, il y avait tout simplement, il y avait quand même énormément de place avec cette grande table. On faisait rarement chier le voisin, sauf bah, les week-ends, effectivement, il y avait énormément, beaucoup de monde. Le café était plutôt bon, le capou était franchement cool, les cannelés, comme je vous l'ai dit, ils étaient chouettes, franchement, j'avais plaisir à les manger. Et pour bosser et boire son café, bah pour moi, c'était parfait, c'était l'endroit parfait. En 2020, du coup, je suis resté pas mal d'heures à squatter là-bas. Le midi aussi, ils faisaient des genres de buffets. Alors, c'était pas donné au niveau du prix de mémoire, et j'ai rarement vu beaucoup de gens l'utiliser. C'était genre un genre de buffet froid avec des légumes, des pâtes, mais ça m'a jamais tenté. Je crois qu'ils étaient adossé à un nouvel hôtel aussi, donc peut-être qu'il y avait, je sais pas moi, un petit deal avec genre les hôtels, l'hôtel envoyait des clients pour manger le midi là-bas, et eux ils avaient un prix parce que ça faisait partie, je sais pas, dans la location du lieu. Alors, je sais pas comment ça marchait, mais voilà, il y avait rarement de toute façon du monde qui mangeait le midi sur place, et puis on n'y allait pas franchement pour ça parce que ça donnait pas spécialement envie non plus, et c'était quand même très cher, je me souviens ce buffet. Hein. Non, franchement, on allait à Ir pour manger le cannelé et pour boire un petit café. Et puis, si vous vouliez autre chose, voilà, un niveau pâtisserie, bah voilà, fallait pas aller là-bas parce qu'il n'y avait que des cannelés. Le proprio du lieu, en plus, fait de super photos. Vous pouvez aller voir leur compte Insta aussi, qui s'appelle, je pense, Ir Kyoto, parce que si vous tapez juste Ir, vous allez avoir du mal à le trouver.
Et il fait des photos qui sont super chouettes. Alors c'est vrai que c'est tout souvent redondant, mais il met vachement en avant les lattés, les ice latte avec le café qui se mélange avec le lait dans un verre transparent et puis le petit cannelé au-dessus. Voilà, il a bien compris le marketing, voilà, il a compris le truc. C'est un ancien manager de Arabica, la fameuse marque au pourcentage de Kyoto, qui a été créée à Kyoto et qui cartonne dans la ville et qui maintenant voilà, cartonne dans le monde entier. Il y en a même à Paris, des Arabica maintenant. Donc c'est le petit pourcentage, vous avez peut-être croisé qui n'est pas un des meilleurs cafés non plus du monde hein, pour autant. Mais voilà, au niveau marketing, les mecs, ils ont été hyper balèzes et lui, il a bien compris ça et il l'a continué dans son propre coffee shop. Parce que je pense que voilà, il a voulu quitter l'ancien coffee shop où il n'était pas propriétaire, mais je pense qu'il était manager, pour créer son propre café. Il a même pris plein de gens de l'équipe. Par contre, il y avait un truc qui était pas top dans ce café, et je suis désolé, ça va prendre un petit peu de temps, toutes ces histoires, mais je suis obligé parce que c'est vraiment un de mes moments préférés de Kyoto. Parce que dans ce café, moi, les gens, avec une autre amie, mon amie Vola, on les appelait la team sourire. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais déjà, on va se mettre dans l'ambiance. Parce que oui, enfin plutôt l'ambiante, on va dire. Parce que la musique, c'était genre la musique ambiante, lancinant, répétitif, du genre... Genre de musique que pour moi on écouterait dans un cours de yoga. Alors j'ai jamais fait de cours de yoga, mais je m'imagine un cours de yoga avec de la musique un peu dans ce genre-là, qu'on oublie assez facilement au final, mais quand on focus dessus, on peut devenir, je pense, totalement fou à la longue. Je pense que ça peut vraiment vous devenir, vous pouvez devenir taré, avoir envie de tuer tous les gens dans la salle. Et ajouter à ça une team qui pour les trois quarts, voire plus, avait un regard mais totalement livide et qui décochait jamais un sourire, vraiment. Alors après, c'était pas la fête à la bonne ambiance, hein. C'était un peu l'opposé d'un autre café dont je vous ai parlé, Walden Woods, où les mecs étaient hyper accueillants, tout de suite, c'était «Ah Nicolas, Nicolas» dès les premiers jours, tu vois. Là-bas, j'ai rarement parlé avec des baristas, on a rarement discuté. Ils étaient pas désagréables, hein, mais ça faisait pas super commerçant. On était à fond dans le thème Snob Kyoto, quoi. Et franchement, voilà, c'était pas la team sourire. Voilà, ça leur allait bien comme nom. Mais voilà, tout ça, c'était pour vous parler de quoi? C'est pour parler d'une anecdote rigolote que j'avais quand même envie de partager avec vous, parce que ça sert à ça aussi le podcast, et qui va casser complètement avec cette ambiance snob, et voilà, les murs blancs et tout est propre, tout est beau, c'est magnifique, etc. C'est qu'en fait, lorsque vous commandiez un café, on vous donnait un ticket avec un numéro, en gros, un petit numéro, votre ticket de caisse tout simplement, il y avait un numéro écrit dessus. Vous alliez donc attendre, vous allez vous installer. Souvent les Japonais s'installent avant à table, hein, je vous en ai déjà parlé. Donc vous alliez aller à table, surtout s'il y avait du monde, ça pouvait prendre plusieurs minutes avant que vous soyez servi, qu'on vous appelle. Et c'est là que la magie en fait opérait. Car souvent, comme je vous disais, il y avait du monde, donc ça pouvait en plus être légèrement bruyant dans la salle. À la sauce japonaise bien sûr, mais bon, pas trop bruyant, mais voilà, les gens parlent, etc. Vous êtes au fond de la salle, bon, voilà, vous aussi, vous êtes en train de parler avec votre ami, je ne sais pas. Et d'un coup, on appelait votre numéro. Mais alors quand je dis d'un coup, ça fait genre «Oh, on vous a appelé». Ah non, pas vraiment. Parce que c'était plutôt un murmure du genre «Nanabon, nanabon». Et que bien sûr personne n'entendait dans la salle parce que le mec il parlait dans sa barbe et donc du coup personne n'entendait. Même le mec qui était à côté, je pense, n'entendait pas ce qu'il disait quoi. Et du coup, en plus, voilà, Nanaban, mais si vous savez pas ce que ça veut dire, voilà, ça peut être un peu compliqué. Mais du coup, là, dans ces cas-là, lui, il répétait non-stop Nanaban, Nanaban, Nanaban. Du coup, au bout d'un moment, il y avait une Megumi, qui, moi, j'appelais la Megumi marchande de poissons, qui travaillait là-bas aussi, et qui voyait, donc du coup, souvent ses collègues qui galéraient finalement, en fait, hein, puis qu'ils étaient là, hein, Nanaban, 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 en boucle, on aurait dit des robots que personne n'entendait, donc personne s'intéressait à eux, parce que voilà, ils parlaient dans leur barbe et donc on n'entendait rien du tout quoi. Et encore une fois, Nanaban, si vous parlez pas japonais, vous dites il a peut-être bugué, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je sais pas ce qu'il est en train de dire, ça veut dire quoi Nanaban? Donc elle voyait ça et on sentait que l'énervement commençait à arriver. Du coup, elle prenait la relève et là on avait le droit, mais vraiment un truc, un Nanaban super criant, digne d'un marché de Rungis. Et c'était du genre Nanaban, Nanaban, et elle hurlait vraiment comme une hurleuse de poisson quoi. Genre, on aurait dit une fille qui était totalement tarée quoi. Et du coup ça mettait tout le monde mal à l'aise dans la salle, hein. Et puis surtout pour celui pour qui c'était son numéro parce que c'était genre on m'appelle mince et tout etc. Du coup tout le monde regardait en disant mais pourquoi il y est pas allé? Parce que personne n'avait entendu. Tout le monde se faisait avoir hein, là-dessus hein, donc, mais on arrivait quand même toujours à regarder l'autre en disant mec t'aurais pu y aller quand même.
c'est la honte. Bref, ça allait pas du tout avec le concept du côté joli beau, on est sobre, on est propre sur soi, on est hype. C'était n'importe quoi, mais ça me faisait beaucoup marrer ce Nanaban avec elle arrivait, elle était là, Nanaban, Nanaban, et elle hurlait comme une malade. C'était très très drôle, ça allait pas du tout avec l'ambiance, je trouvais ça très rigolo. Mais j'aimais vraiment finalement passer du temps dans ce café, même si j'ai jamais été, comme je disais, super proche de l'équipe au final de cette team sourire. Voilà. Mais c'est un bon spot pour moi pour aller se faire un café sur Kyoto, encore plus si vous avez votre laptop. Et bon, Nanaban, ça veut dire quoi? Ça veut dire numéro 7. Voilà, c'était ça le truc. Bon, alors, il disait pas tout le temps Nanaban, hein, vous vous en doutiez, hein, les noms changeaient, mais le Nanaban, je l'ai tellement entendu qu'il me faisait souvent marrer. Mais bon, l'épisode du jour, il est un petit peu longué, je le conçois, donc on va finir par le coup de cœur de la semaine très rapidement. Allez, zou, allons-y. Et cette semaine, mon coup de cœur, c'est pour mon passeport. Alors oui, certes, c'est chelou, voire très chelou, mais je vais remettre un peu le contexte. Moi, je suis un gars qui prépare, qui organise, qui prévoit des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, de tous les plans que vous voulez. Bref, j'ai déjà un peu préparé toute ma vie. Voilà. Non, c'est pas vrai, mais j'ai préparé un petit peu quand même mes prochains mois, mes prochaines années, avec différents plans pour aller vivre au Japon, comment je vais vivre ma vie de nomade, quels sont les différents plans que j'ai pour pouvoir vivre au Japon. J'en ai plusieurs, voilà, j'ai plusieurs pistes, donc voilà, j'essaye d'explorer, de m'adapter, etc. Donc là, vous le savez, je suis un peu nomade, donc si tout va bien, rien n'est gravé dans le marbre, bien sûr, mais encore une fois, si tout va bien, je devrais partir, croisons les doigts, pour mars prochain, pour l'Asie, pour le Japon. En tout cas, dès qu'ils vont ouvrir les frontières. Si tout se passe comme prévu, je devrais rester au moins 1 an et demi en Asie, voire peut-être un petit peu plus. Du coup, on va dire jusqu'en 2023 minimum, quoi. Je peux même rester 2 ans finalement en Asie au final, avant de pouvoir m'installer au Japon définitivement. Donc on va être un peu en mode nomade. Dans ma tête, je sais pas pourquoi, mon passeport se périmait en 2023. Donc je me disais qu'il valait mieux le refaire cette année avant de partir, histoire de pas devoir revenir en France juste pour faire son passeport. Surtout que certains pays ne vous acceptent pas si votre passeport se périme dans 6 mois à partir de la date de votre entrée dans le territoire. Donc ça me semblait un petit peu indéluctable de devoir refaire ce truc-là. J'avais un peu programmé mon truc, j'avais fait mes recherches sur ce qu'il fallait faire, etc. J'ai vu que maintenant on pouvait faire des demandes en ligne, préparer son dossier en ligne, et puis après il fallait aller sur place en mairie. Vu que je suis nomade, donc je me disais est-ce qu'on est obligé d'aller dans la mairie de sa ville? Non, moi j'ai pas de ville de résidence, donc du coup c'est où? Mais non, on peut faire ça n'importe où. En tout cas à partir du moment où la ville fait des passeports. Donc voilà, j'avais fait toutes mes recherches, etc. Je m'étais même commencé à m'inscrire sur le site pour faire les démarches, donc. Et à un moment donné, sur ce site, il me demande mon numéro de passeport. J'ai donc pris mon passeport pour noter ce fameux numéro. Et là, en prenant mon passeport, j'ai vu que j'étais quand même un peu totalement con, que j'aurais dû regarder ça avant. C'est mon passeport, il expire en octobre 2024. Ce qui me laisse du coup pas mal de temps pour le refaire, car a priori, même si je reste 2 ans en Asie, plus la période des Sakura est en 2024, normalement, je pourrais d'ici là m'installer au Japon, ou tout du moins, si ce n'est pas encore le cas, je pense que je serais rentré en France à un moment donné. Donc j'aurais forcément fait un retour dans notre pays. Je pourrais refaire les démarches à ce moment-là qui vont bien, avoir un passeport tout neuf avant de m'installer. Du coup, le petit bonheur, c'est con, mais c'est que j'ai juste pas à faire cette démarche administrative. Et là, vu que je m'en suis tapé quelques-unes avec les créations d'entreprises et tout le reste, tout ce qu'il y a avec, je suis un peu content de un peu y aller mollo sur le côté administratif. Mais sur ce, une bonne trentaine de minutes, quasiment 40. Je pense qu'il est temps de se dire au revoir. Je vais vous abandonner donc pour cette semaine. J'espère que la balade dans Kyoto, elle vous a plu. Il y en aura d'autres sûrement. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Vous le savez maintenant pour un nouvel épisode. Ciao, matane, bye bye.
sugar.